Donc, suite à l'état de situation et à l'analyse qui a été réalisée dans différents milieux à travers le Québec par rapport au secteur de l'adaptation scolaire, précisément les classes où on a des élèves en modification des attentes, c'est que il y a une compréhension variable de ce qu'est la modification. Par exemple, c'est pas clairement saisi par tous que les contenus sont à choisir dans le programme de formation du cycle âge de l'élève et que donc ces attentes doivent être également des attentes de fin de cycle choisies dans son programme qui correspond à son âge. Donc, pour plusieurs, la modification des attentes, elle est comprise comme servant à consolider des apprentissages ou des contenus antérieurs. Et c'est ce qui fait qu'on va souvent entendre un élève, il est en 5e année, mais il fait de la 2e année. Ou il est en 2e secondaire, mais il fait de la 4e ou de la 5e année. Donc, c'est important de comprendre que c'est une façon erronée d'appliquer la modification des attentes. Bien sûr, maintenant, une fois qu'on a dit ça, le comité a eu à cœur de développer des balises communes de compréhension de la modification des attentes, mais des outils efficaces, comme ça a été mentionné, pour en arriver à bien la mettre en place, cette modification des attentes-là. Ensuite, au niveau des pratiques évaluatives, étant donné que la modification, elle est moins bien comprise, donc on essaie de travailler sur des contenus antérieurs pour les consolider, bien on va utiliser aussi des grilles d'évaluation d'années antérieures ou de cycles antérieurs. Ce que ça fait, toutefois, c'est que ça maintient l'élève dans une logique d'échec ou de retard. Tu n'as toujours pas réussi ta première secondaire, ou tu n'as toujours pas réussi ta 2e secondaire, ou tu es en retard de 2 ans, ou tu es en retard de 3 ans. Ce qui peut aisément venir affecter l'estime de soi de l'élève, on le comprend, à long terme, et sa motivation. Or, la motivation et l'estime de soi, c'est 2 fondements essentiels à l'apprentissage. Ensuite, l'autre constat, c'est qu'on ne comprend pas bien le rôle du plan d'intervention au regard de la modification des attentes. Donc, l'arrimage qu'il y a à faire entre les cibles qui sont mises au plan d'intervention et l'enseignement à mettre en place en classe pour l'élève. L'autre chose aussi, c'est qu'on se questionne beaucoup sur la consignation de données. Qu'est-ce que je conserve comme trace? De quelle trace est-ce que j'ai besoin pour mesurer la progression de mon élève si je n'utilise pas les grilles d'évaluation d'années antérieures? Donc, c'est toutes ces problématiques-là que le comité avait en tête au moment de proposer la solution qui est la différenciation et l'évaluation par portrait. Alors, au niveau du matériel didactique qui est utilisé en classe d'adaptation scolaire, il y a aussi différents constats. Donc, souvent, étant donné qu'on comprend que modifier, c'est faire des contenus d'une année ou d'un cycle antérieur, on va avoir tendance à aller chercher du matériel didactique d'années antérieures aussi. Toutefois, ce que ça occasionne pour l'élève, c'est que, par exemple, on a un élève en 2e secondaire constituerait au niveau de ses apprentissages en 5e année, bien on aurait tendance à aller photocopier des documents, chercher des tâches d'apprentissage, des situations d'apprentissage, sinon lui donner carrément un cahier de 5e année. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien dans ce contenu-là, par exemple au niveau des mises en situation mathématiques, résolution de problèmes, ça ne correspond pas à la réalité de l'élève qui a maintenant 14 ou 15 ans, et on lui présente des contenus avec des images, par exemple, qui sont un petit peu plus jeunes, ou on va lui présenter des textes avec des thématiques qui ne correspondent pas non plus à ses préoccupations actuelles, ce qui peut venir encore diminuer sa motivation. On va aussi parfois reprendre des contenus, on en a parlé d'une année à l'autre. Donc, ça devient difficile d'assurer le suivi sur ce qui a été fait précédemment. On dit, bon, si on situe globalement l'élève au niveau de la 5e année en français, OK, bien, parfait, mais quel contenu est-ce qu'il maîtrise et lesquels pour lesquels est-ce qu'il éprouve encore de la difficulté? Donc, il y a une répétition de contenu qui peut se faire sans mauvaise volonté, mais qui fait que l'élève peut avoir de la difficulté à mesurer sa progression à travers tout ça. Ça peut aussi générer, on l'a vu, une faible motivation et des tâches parfois qui sont décontextualisées et qui ne parlent pas nécessairement à l'élève. Au niveau des pratiques pédagogiques qui sont utilisées en classe, bien, on a vu beaucoup l'enseignement individualisé par cahier modulaire, qui est une solution pour l'enseignant. L'enseignant voit là une solution pour en arriver à gérer les écarts et respecter le rythme d'apprentissage des élèves. Somme toute, effectivement, ça peut en arriver à mieux respecter le rythme d'apprentissage des élèves. Toutefois,
on peut se questionner par rapport à cette pratique-là quand on sait que nos élèves HDAA, pour la plupart, ont de la difficulté en lecture. Eh bien, quand on les place devant un cahier d'apprentissage où ils doivent lire pour apprendre, bien, on a une double difficulté. Comprendre ce que je lis dans un premier temps et ensuite comprendre le concept qu'on m'explique dans un deuxième temps. Bien sûr, l'enseignant est en classe et va soutenir l'élève à bien saisir ce qu'on vient de lui expliquer par écrit. Toutefois, on peut aussi se questionner par rapport à cette pratique pédagogique-là, en ce sens que ce qu'on veut pour nos élèves d'adaptation scolaire, c'est développer des compétences, les compétences essentielles pour continuer d'apprendre au quotidien, participer pleinement à la vie active. Bien, des compétences comme ça peut être exercer son jugement critique, collaborer avec les autres, coopérer, apprendre à communiquer. Donc, on se demande si dans une approche plus individualisée, ce développement de compétences-là est favorisé en soi. Ensuite, au niveau de l'arrimage des pratiques, bien clairement, il va y avoir un début du comité de créer un arrimage entre la compréhension de la modification des attentes à l'intérieur d'un même cycle, par rapport aux enseignants d'un même cycle, bien sûr. Ensuite, les enseignants d'une même école. Ensuite, les enseignants et le personnel professionnel, donc orthopédagogues et tout ça, est-ce qu'eux ont une compréhension commune? Ensuite, évidemment, entre le primaire et le secondaire, pour qu'il y ait une logique de continuité. Et entre les différents centres de services scolaires, bien sûr, ça demeure essentiel. Maintenant, au niveau des finalités du projet, donc une des finalités de la différenciation et de l'évaluation par portrait, c'est vraiment d'en arriver à proposer une démarche claire auprès des enseignants pour différencier le contenu et les attentes. Donc, non pas une démarche rigide, mais bien des balises claires, un cadre à l'intérieur duquel ils peuvent mesurer cette progression-là de l'élève vers ses cibles d'apprentissage de son cycle âge, mais aussi de toujours savoir qu'est-ce qui a été consolidé et qu'est-ce qui demeure à construire pour chacun des élèves en modification des attentes. Donc, un des premiers buts de cette démarche-là, vraiment, c'est choisir les cibles d'apprentissage dans le programme du cycle âge de l'élève. L'élève en première secondaire, on choisit ses attentes dans le programme de première secondaire. L'élève en quatrième année, on choisit des attentes pour lui dans le programme de la quatrième année. L'autre chose aussi qu'on veut faire, c'est conserver des attentes élevées pour chacun des élèves. Donc, selon la recherche en éducation, clairement, conserver des attentes élevées, continuer de croire que chaque élève peut apprendre quand les moyens pour lui sont mis en place, va venir vraiment motiver l'élève et il va finir lui aussi par croire qu'il peut apprendre. Donc, on voulait aussi respecter le rythme d'apprentissage de chaque élève. Donc, avec l'évaluation par portrait, du portrait 1 à 4, bien, on veut donner le temps à l'élève de consolider ce qui se trouve dans le portrait 1 avant d'aller au portrait 2, 3 et 4, mais tout ce qui se trouve dans ça sont des attentes de son cycle âge. On voulait bien sûr aussi développer un sentiment de compétence et une estime de soi solide chez l'élève. Ça a déjà été nommé, c'est des fondements essentiels à l'apprentissage. Respecter aussi le rythme d'apprentissage de chacun, c'était essentiel comme cible. On voulait le faire sans nécessairement offrir d'enseignement individualisé. Donc, on veut respecter le rythme d'apprentissage de chaque élève, bien sûr. On veut le faire en faisant en sorte qu'il soit inclus dans l'enseignement universel. Parce qu'un des autres constats qui avait été fait, c'était que souvent, l'élève en modification des attentes ne faisait pas partie de l'enseignement universel. C'est on enseigne, on a une tâche pour notre groupe classe et l'élève en modification des attentes, on a une tâche spécifique pour lui. Donc ça aussi, c'était quelque chose qu'on voulait venir enlever. On veut que l'élève en modification des attentes fasse partie de l'enseignement universel, qu'il ait la même tâche que les autres, mais qu'il puisse la faire à son rythme, en tout ou en partie, et que ses attentes par rapport à c'est les attentes pour lui par rapport à cette tâche-là qui sont différenciées.